Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira, ça va très bien merci. J'ai passé une bonne semaine, cinéma, pour faire dans la continuité de ce qu'on s'était dit la semaine dernière où tu avais vu Oppenheimer. Je l'ai vu aussi, et t'avais raison, Kira, c'est un très bon film, porté par son casting de folie quand même. Ah oui, ouais. Gros casting de fou. Ah ouais, ils sont tous très bons. Sinon, j'ai commencé sur Apple TV+, la série Hijack avec Idris Elba, qui se passe dans un avion et tout, enfin je vais pas spoiler, mais par contre c'est pas la meilleure idée du monde d'avoir regardé ça pour moi qui prends l'avion tous les mois. Donc je regrette un petit peu. Et sinon, j'ai fini mon jeu de la semaine, qui sera, je vais le dire tout à l'heure, je l'ai fini il y a d'ailleurs quelques minutes juste avant ce podcast pour être prêt. Et voilà, donc c'est une semaine assez riche. Et toi, de ton côté ? De mon côté aussi, j'ai fait pas mal de petites choses. En parlant de grands films et de grand cinéma, je suis allé voir En eau très trouble cet après-midi, donc je rigole bien sûr. C'est un bon gros nanar avec des requins géants et Jason Statham. Enfin, du moins les abdos de Jason Statham. Comment dire ? Donc c'était cool, c'est un peu Mega Shark versus Giant Octopus avec du budget et du fun. Efficace, quoi. Exactement. J'ai regardé mon sujet hors sujet de la semaine, justement. J'ai continué Final Fantasy XVI, parce qu'il faut bien le terminer un jour. Bah oui. J'ai commencé, alors il y a que 2 épisodes de dispo pour l'instant, la nouvelle saison de Futurama. Donc après quelques années d'interruption, ils ont repris sur Disney+. Et ouais, les 2 premiers épisodes sont plutôt cool à voir si ça va continuer sur la lancée. Et bien sûr, comme une fois n'est pas coutume, j'ai repris la saga Rocky de 0. Donc j'ai regardé le premier Rocky hier soir et je vais continuer jusqu'à Creed 3 du coup. Ah ouais, sacré programme. En attendant les vacances, ça va être mon fil rouge, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Qu'est-ce qu'on a prévu de beau pour cette émission ? Pour l'instant, pas de vacances pour notre podcast. On a des news, on en a même pas mal. On va parler des résultats financiers de Nintendo. Et pareil, je spoil, mais ça se passe très bien pour eux. Sans déconner. Tu vas nous parler d'un jeu d'horreur qu'on adore, multijoueur, dont on a beaucoup parlé. Et il se passe des petites nouveautés sur ce jeu. Je dis pas ce que c'est pour garder un petit peu de teasing. Tu vas parler de Battlefield. Après, moi, je vais parler d'un jeu mobile. On le fait assez peu. Un jeu coup de cœur, en plus, un JRPG avec un très grand nom du JRPG à la tête de jeu. Pareil, j'en dis pas trop. Après, tu finis sur Starfield. Pour le jeu de la semaine, c'est Pikmin 4. Donc, je me suis dépêché de terminer pour vous le proposer en plein été, et tu termines sur un sujet hors sujet qui s'appelle Titan AE. C'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, quel beau programme. On est parti pour une bonne heure d'émission, comme on dit. Donc, allez, c'est parti pour l'émission. Allez, go. Nouveau crossover en approche pour Dead by Daylight. Donc le développeur, que je ne vais pas citer car leur nom est ma foi assez compliqué, j'ai pas envie de dire quelque chose de dégueulasse. T'as déjà tenté. Exactement. A donc dévoilé le teaser de la collaboration à venir avec la franchise Alien. Donc le trailer nous plonge dans le fameux Nostromo, le vaisseau d'Ellen Ripley dans le premier Alien, qui sera le théâtre des prochaines aventures horrifiques de nos futurs parties d'ailleurs, car je pense que je vais passer à la caisse, obligé, un xénomorphe. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. Ils ont également annoncé que de nouvelles précisions seraient données dès le 8 août prochain, donc ça approche. Depuis 2016, Dead by Daylight n'a pas lésiné sur les collaborations, puisque plusieurs univers comme Massacre à la tronçonneuse, Halloween, Resident Evil ou encore Silent Hill ont fait partie de ces fameux roadsters de personnages. On a même eu Nicolas Cage d'ailleurs, il y a pas longtemps. Est-ce que tu sais toi combien il y a eu de partenariats avec Dead by Daylight ? Franchement, ils ont été hyper prolifiques. J'ai l'impression que tous les mois on fait une news sur eux. Je dirais une vingtaine, trentaine peut-être. Alors ouais, un petit peu plus en fait. Il y en a eu 36 en comptant Alien. Ils tiennent leur jeu quand même, depuis 2016 je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, le jeu a pas encore 10 ans, mais ils ont déjà fait 36 partenariats avec les plus grands. On a eu du Hellraiser, enfin vraiment des grands noms du film d'horreur, en fait, du cinéma d'horreur. Et là on arrive à un stade, du coup, où on va se retrouver avec un jeu où il y a plus de personnages venant d'autres licences que de personnages de Dead by Daylight. Je te jure, c'est clair.
clair. Excellent. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, ils font vivre leur jeu. J'ai pas beaucoup d'exemples comme ça où ils enrichissent autant le contenu, la qualité en plus, parce qu'on parle des DLC, mais ils améliorent tout le temps les maps. La dernière fois qu'on a joué, on s'est dit, mais le jeu, il est carrément plus beau. Je pense qu'ils avaient fait un patch graphique ou autre. Donc, c'est un jeu qui dure, qui fait plaisir. Ils prennent soin de leur communauté. Et c'est pour ça que c'est un jeu qu'on aime autant. Et puis, toi, t'es très fan des jeux d'horreur. Donc, en plus, c'est en coopératif, c'est excellent. On se marre toujours très bien. Carrément, ils avaient amélioré donc toute la partie graphique. Pareil, ils amélioraient le gameplay aussi en fonction des retours des joueurs. Beaucoup de joueurs se plaignaient en fait du système comme un QTE en fait, avec la roue qui tourne quand on était accroché sur un crochet justement. Donc ils ont modifié ces choses-là. Donc je pense c'est parce qu'ils sont autant à l'écoute des joueurs que le jeu dure aussi longtemps en termes de longévité. On a également le fait qu'il soit en free-to-play maintenant. Donc pareil, tout le monde peut y jouer. Si on veut un cosmétique, on se le paye. Si on veut un personnage, on se le paye. Mais ça n'empêche qu'on peut très bien jouer sans ça. Bon, c'est vrai que certains persos sont un peu plus vénères que d'autres. Je me souviens d'une fois, on a eu Wesker au cul, c'était un peu violent. Mais voilà, ça reste cool, quoi. Ouais, et tu te rappelles, nous, on est les joueurs de la première heure, on avait lancé le jeu tout début à sa sortie, ça avait rien à voir. C'est vrai. Et quand c'est cool de suivre l'évolution entre 2016 et maintenant, franchement, c'est plus du tout le même jeu. Et ça, c'est une belle réussite, je trouve, du jeu multijoueur en tout cas. Exactement. Continuons avec... On va parler un petit peu de chiffres, mais on va essayer d'être évidemment que ce soit buvable, parce que c'est vrai que les chiffres souvent en podcast, oui, c'est un peu lourd. Donc on va se concentrer sur les chiffres les plus évidents. Mais pourquoi je voulais parler des résultats financiers Nintendo sur le dernier trimestre? C'est que ce trimestre, c'est pas n'importe lequel. C'est Tears of the Kingdom, évidemment, le dernier Zelda, et le film Mario. Donc nécessairement, c'est intéressant de décortiquer un petit peu ces données-là. D'ailleurs, données que je tiens, dès que je vais chercher des informations financières, je préfère citer la source parce qu'il fait un travail exceptionnel. Oscar Lemaire, il a un site web ludostri.com sur lequel on peut suivre les résultats financiers de plein de constructeurs. Il y a des graphes et tout, c'est très bien fait. Et on y apprend que... est-ce que tu sais un petit peu combien Nintendo a vendu de Tears of the Kingdom à fin juin, arrêté à fin juin? Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais qu'ils ont éclaté tout leur score en fait, mais j'ai pas de chiffres en tête comme ça. Mais t'as déjà raison sur ta réponse, c'est que c'est le record absolu de tous les Zelda. Ils ont vendu 18,5 millions de Tears of the Kingdom. Ça fait à peu près sur... C'est énorme. Bah oui, fin juin, le jeu est sorti fin mai, sur un peu plus d'un mois, 18,5 millions. C'est 6 fois plus que ce qu'avait fait Breath of the Wild sur une période équivalente. Donc c'est astronomique. C'est astronomique. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plus de Switch aussi qu'à l'époque de la sortie de Breath of the Wild, mais ça n'empêche que c'était vraiment un jeu qui était attendu au tournant, et on le voit, car la communauté était au rendez-vous et le jeu a été acheté en masse. Ouais, j'ai l'impression qu'en plus, le jeu vidéo, quand même, il y a un engouement qui avait peut-être pas avant le Covid, je trouve, vraiment post-Covid, il s'est passé quelque chose quand même dans le jeu vidéo, et là il y a beaucoup plus d'engouement, je trouve, surtout auprès de Nintendo. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, on parlait de Breath of the Wild, grâce à son petit frère, Tears of the Kingdom, il a eu plus 40% de ventes aussi. Si on compare les ventes avant la sortie du jeu et après, il a fait plus 40%. Donc même cet épisode-là, ça l'a boosté, ce qui est plutôt logique. Oui, c'est ça, les gens ont voulu acheter le diptyque peut-être pour se refaire le 1 avant de faire le 2, ou peut-être ils ont testé le 2 direct, ils se sont dit, tiens, je vais essayer le 1. C'est vachement bien, je fais le 1, ouais, carrément. En termes de consoles vendues, on atteint 129 millions de Switch, donc c'est excellent. Surtout que c'est reparti à la hausse ces derniers temps, ce qui est un peu rare, ce qui est très rare, à part la PS2 qui avait fait ça aussi en fin de vie, de remonter, de faire un sursaut de vente. Mais là, la Switch est dure, et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ensuite, le film Mario, donc, qui a fait 1,349 milliard de recettes au box-office. Et il a rapporté, sur cette période, donc arrêtée à fin juin, plus de 100 millions de dollars à Nintendo. Ça va dans le budget des produits dérivés, et ils font grâce au film Mario un x2 sur cette branche-là en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est complètement c'est astronomique, et je pense qu'Ira, tu vas certainement me rejoindre, que vu le succès, ça va leur donner envie de refaire d'autres Mario très certainement, et peut-être d'autres licences. Moi, ce que j'attends, je l'avais déjà dit, c'est un film Metroid, mais ça va certainement leur donner des idées. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Je pense qu'on va avoir pas mal de licences Nintendo qui vont popper au cinéma ou en série télé dans un avenir proche. Après, si c'est fait avec le même enthousiasme et avec le même talent que le film Super Mario,
Pourquoi pas? Je vous épargne les chiffres d'affaires, ça se compte en millions, en milliards, ça augmente partout. Donc ils ont fait une année record, même mieux que la période du Covid, comme je disais, qui était très porteuse pour le jeu vidéo. Donc ils ont fait un trimestre absolument historique. Petite donnée intéressante aussi que j'ai récupérée toujours sur ce site-là, donc il est très riche. C'est pour ça que je voulais vous partager. En 3 ans, la part de jeux dématérialisés chez Nintendo a progressé que de 8% en termes de gain financier, que de 8%. Donc le physique représente encore plus de la moitié du revenu de Nintendo. Donc c'est encore une console qui arrive à porter vraiment le physique. Là où les autres, on le sait, Xbox et PlayStation sont beaucoup plus sur le dématérialisé aujourd'hui. Je pense que ça, c'est aussi l'effet cartouche et la mémoire interne aussi. La mémoire interne de la Switch est quand même assez ridicule. Family. Voilà, quand on rajoute, même si on rajoute une carte mémoire, je crois que c'est 128 Go maximum qu'on peut mettre. Ouais, je sais plus. Moi, j'en ai une 128. Je pense qu'on peut pas aller au-dessus. Et après, je dis peut-être des bêtises, mais c'est vrai que quand on voit même le poids d'un jeu Switch qui n'est pas énorme, c'est tout de suite un peu relou en démat sur la console. Je pense que Nintendo prendra le pli sur une prochaine console, car c'est beaucoup plus intéressant pour eux financièrement. Et 2 petites données intéressantes. Par contre, leurs bénéfices liés aux DLC et aux abonnements a progressé. Donc, on sait qu'ils ont investi sur le Nintendo Switch Online avec le Advance qui permet d'avoir plein de jeux de NES, Super NES, Sega, etc. Donc ça leur rapporte, donc ça fonctionne bien. On sait qu'aussi qu'ils investissent beaucoup avec les DLC, Mario, Fire Emblem, tout ça. Et aussi, la part de Switch OLED est de plus de 50% sur la fin d'année dernière. Donc ça y est, la Switch OLED vraiment représente plus de la moitié des ventes de Switch. Plus que la Lite et plus que du coup la version classique. Et elle le mérite, parce que vu la qualité de son écran OLED, déjà c'est plus intéressant au niveau de la batterie, puis surtout l'écran est quand même beaucoup plus joli. Moi ça m'a changé l'expérience, Clairement je suis hyper ravi de ma Switch OLED et je conseille à tout le monde qui veut investir dans une Switch de prendre la OLED parce que tu as raison, l'écran c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais, c'est un confort pour les yeux, c'est quelque chose d'assez grand quoi. Alors après tous ces chiffres incroyables de chez Nintendo, on va parler de quelque chose d'un petit peu moins incroyable. On va parler de la licence Battlefield en fait. Pourquoi ? Parce que Battlefield veut faire peau neuve. Donc ça c'est une bonne nouvelle. À l'occasion d'une prise de parole dédiée aux résultats financiers de l'éditeur américain, Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, a tenu à adresser quelques mots aux fans de Battlefield. Il a annoncé que le prochain opus sera une réimagination totale de la franchise en tant qu'écosystème véritablement connecté. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Ouais, j'avoue avoir rien compris. Je suis allé voir sur des forums, j'ai parlé à des gens, j'ai un peu enquêté. Personne ne sait de quoi il veut parler, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, il a également confirmé que le prochain opus de la licence était prévu pour l'exercice 2024-2025. Donc dans un petit peu plus d'1 an maintenant, donc sur le prochain exercice fiscal. Après un Battlefield Hardline avec une campagne solo top et un multi-mollasson, un Battlefield 1 qui a fait consensus sur ses nombreuses qualités, du solo comme en multi. Il est pour beaucoup considéré comme le meilleur épisode de la franchise. Ensuite, nous avons eu Battlefield 5 qui était sorti dans un état assez moyen à l'époque, avec un solo en format épisodique, je sais pas si tu te souviens, et un multi qui croît au fur et à mesure de son existence. Il reste encore très cool à jouer maintenant. Et nous avons eu le dernier en date, Battlefield 2043, donc le véritable désastre, bourré de bugs, dénué de mode solo, amputé de beaucoup de modes de jeu, couplé à un système de Battle Pass envahissant et des microtransactions à outrance. Le jeu clairement s'est planté. Même son arrivée sur le Game Pass, en fait, n'a pas eu l'effet escompté, car le jeu est toujours très peu joué au final. On trouve des gens pour jouer, mais c'est pas ouf en fait. Donc oui, je confirme, il faut que Battlefield se réinvente, mais de la meilleure des manières. Et ce qu'on a vu dernièrement, niveau réinvention, on a vu pour le 2043, c'est vraiment pas ouf. Donc à voir ce que ça va donner. Déjà, s'ils font pas un jeu à service et qu'ils remettent un vrai mode solo avec une période qui plaît aux joueurs, ça peut être intéressant. Moi, j'ai toujours été plus fan de Battlefield que de Call of Duty, par exemple. Pour le côté jeu en multi, les maps extrêmement grandes, les véhicules, les choses comme ça. Il y a vraiment cette sensation de guerre. Et c'est vrai que j'ai été très très déçu par le dernier. Donc oui, réinventer, c'est cool. Après, est-ce que ce sera bien fait ? Avec Electronic Arts, j'ai toujours un peu peur, je t'avoue. Mais t'as carrément raison, parce que moi, quand ils disent réinventer, ça me fait un peu peur, parce que finalement, à mon sens, je suis pas un très gros joueur de jeu comme ça, mais la recette, ils l'avaient. Du temps où Battlefield, c'était un jeu solo
très solide, avec un sound design, avec le bruit des armes, enfin tout me paraissait hyper cohérent, hyper intéressant, et un mode multi justement grandiose où on peut rejouer le débarquement très nombreux. Le concept était hyper fort, et à ce moment-là on parlait justement de Battlefield comme d'un équivalent, en tout cas un concurrent sérieux de Call of Duty. Donc ils veulent réinventer, mais pour moi le job ils l'avaient déjà fait, donc tu vois, j'ai un peu peur aussi de qu'est-ce qu'ils vont nous pondre, surtout quand ils décrivent comme tu l'as décrit leur refonte. Je sais pas, moi en tout cas je pense que la recette ils l'avaient, et il fallait plutôt investir là-dedans et la peaufiner. Exactement, je suis d'accord. Parlons d'un jeu qui me tient à cœur, Kira. Cette news, elle est faite autant pour me faire plaisir, parce que je vais finir par la news qui est complètement anecdotique, mais c'était juste pour parler de ce jeu. En plus, la news, ça a l'air d'être un leak, un pseudo-spéculation, une déduction de machin, donc finalement... Voilà, je me fais plaisir en parlant un petit peu de ce jeu. Donc c'est Fantasian, le jeu qui a plusieurs singularités, on va voir. C'est un jeu sur smartphone, et moi, tu sais Kira, je joue très peu sur téléphone. Tu joues un peu plus que moi. Moi j'aime bien quand un objet a sa fonction, donc moi c'est surtout pour communiquer, appeler, envoyer des messages, etc. J'adore les consoles portables en plus, donc c'est pour ça que moi jouer sur mobile c'est pas trop mon délire. Mais ce jeu-là, je l'ai fait, je l'ai adoré. La première singularité qu'il a, ce jeu, je sais pas si tu te souviens Kira, mais déjà c'est une exclusivité Apple Arcade. Oui, je me souviens, on en avait déjà parlé justement. Ouais, j'en ai pas beaucoup de souvenirs qui est d'autres exclusivités d'Apple Arcade. Apple Arcade, pour décrire, c'est un petit peu le Game Pass de Apple, où on paye tous les mois un catalogue de plus de 100 jeux, voilà, qui sont somme toute assez intéressants, et souvent en tête d'affiche justement ils mettent ce jeu-là, Fantasiam, comme un de leurs meilleurs. Donc déjà première vraiment singularité, parce qu'il se coupe d'un certain public en faisant que sur Apple. En plus, est-ce que vraiment les possesseurs d'Apple vont systématiquement sur du JRPG ? Bon, c'est pas évident. La deuxième singularité, et c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que les décors, et je sais que t'aimes bien ça aussi, les décors sont faits en diorama, donc à la maquette, fait à la main, c'est cool, ça. Intégré, et les personnages sont en 3D sur les décors, et ça donne un style, un charme visuel et une identité visuelle à ce jeu vraiment, vraiment très 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 sympa. Tu te rappelles un petit peu, tu visualises ou pas? Ouais, je visualise, ouais. Je me souviens que c'était joli. Ouais, c'est super joli, ça on aime bien. Autre singularité, la troisième, c'est du JRPG complètement classique. Donc ça, c'est encore une fois au tour par tour, avec des ennemis qui popent d'un coup comme ça sur la map, on part dans un combat. Donc ça, c'est très old school. Ils avaient un petit peu contrer ça, on pouvait stacker, en fait, dès qu'il y avait un combat qui popait, on n'était pas obligé de le jouer tout de suite, on pouvait le mettre de côté, et un autre qui popait, un autre, on les faisait stacker, et à un moment, quand on avait envie de faire le combat, on faisait contre toute cette horde de monstres qu'on avait récupéré sur notre chemin. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et enfin, pourquoi ce jeu je l'adore à ce point-là, c'est que il n'y a pas n'importe qui derrière, c'est Hironobu Sakaguchi, donc le papa des Final Fantasy, et en plus il y a Uematsu à la musique. Donc encore une fois là, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, parce que là j'ai quand même sorti des gros arguments. Carrément, c'est un jeu qui avait beaucoup plu à sa sortie, et je pense qu'il a été, on va pas dire boudé, mais je pense que peu de gens y ont joué en fait. Moi le premier, je l'ai pas essayé, j'ai juste regardé des vidéos, et c'est vrai que le peu que j'en ai vu, je me suis dit ça pourrait être sympa de l'avoir du coup sur une console. Peut-être une version Switch, ça pourrait être intéressant, par exemple. Peut-être que ce sera ma news du coup, parce que c'est vrai que là j'ai fait plein de louanges à ce jeu. Et c'est vrai que t'as raison, il a été super bien accueilli par la critique, mais assez boudé, parce que c'est la plateforme, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Mais en tout cas, j'imagine que Apple a financé le jeu, donc ils s'y sont retrouvés. Mais en tout cas, le Metascore, bon, il est à 80 sur 100, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, très bonne note. Sur jeuxvideo.com, ils avaient mis 17. Et justement, la news est celle-ci, c'est que le jeu est apparu sur la base de données Steam, base de données qui est plutôt fiable d'habitude, ce qui voudrait dire qu'une sortie PC est envisagée. Donc à prendre aux guillemets, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais qui dit version Steam, ça veut dire que Apple aurait potentiellement perdu l'exclusivité, et dans ces cas-là, oui, tout ce qu'on espère, c'est une version Switch, une version Xbox et PlayStation, je sais pas, parce que le jeu est quand même techniquement conçu pour le mobile, ouais. Bah ouais, c'est conçu mobile, et techniquement c'est pas non plus de la grosse production. Après peut-être qu'ils vont le relifter, je sais pas, mais en tout cas pour la Switch, ce serait excellent. Ça donnerait un second souffle, et ça permettrait à ce jeu qui est très bien d'être d'être connu, quoi. Surtout quand tu vois le il y a grave matière, donc ouais, ça peut faire le plus grand bien à ce jeu. Je le souhaite en tout cas, que tout le monde puisse mettre la main dessus.
Pour finir, on va parler de Starfield. Pourquoi on va parler de Starfield ? Parce que déjà, je suppute que ce soit le GOTY de l'année, on verra. Et derrière, ça a été officialisé, donc Starfield sera compatible avec le programme Xbox Play Anywhere. Donc en effet, la mention est apparue sur la page dédiée au jeu, donc sur le Microsoft Store, ce qui veut dire qu'on n'aurait acheté qu'une seule copie du titre pour en profiter sur Xbox ou sur PC. Le Xbox Play Anywhere implique également que la sauvegarde sera partagée entre les deux supports, et vous pouvez donc commencer votre partie sur PC et la finir sur Xbox, ou inversement, par exemple. Rappelons cependant que l'achat unique du jeu devra être fait en dématérialisé. Si vous voulez jouer sur PC ou Xbox et profiter du programme, il faut l'acheter en démat. Donc si vous achetez Starfield en édition physique sur Series X par exemple, vous pourrez seulement en profiter sur ce support. Donc petite crotte de nez supplémentaire dans la phase du support physique, encore une fois, c'est pour inciter les gens à prendre du démat. Donc voilà, on va rester en mode vieux réac, mais ça fait chier. Il faut quand même rappeler que Starfield sera disponible le 6 septembre 2023 sur Xbox Series XS et sur PC, et puis bien sûr Day One dans le Game Pass. Alors ce programme d'Xbox est absolument génial pour le consommateur, je trouve ça très très bien. Donc oui, c'est dommage pour le support physique, tu as bien raison. Il y a une petite news aussi qui est tombée qui me fait dire que ce jeu sera un énorme succès sur PC. C'est que Day One, le jeu va supporter les mods. Et on sait que Bethesda a certainement une des plus grosses communautés de modeurs de toute la planète avec Skyrim, parce que jouer à Skyrim sur console et jouer à Skyrim sur PC avec tous les mods, c'est clairement plus du tout le même jeu. Après, il y a des mods, il y a à boire et à manger évidemment, mais il y a des gens qui font ça très très bien et des choses très cool. Et donc Starfield Day One va supporter les mods. Et il y a déjà des modeurs très connus, comme Pikisaurus qui a réuni toute une équipe de modeurs et ils vont bosser direct dessus à faire des patchs et tout. Donc je pense que le jeu en termes communautaires va être exceptionnel. Je pense aussi, surtout en plus avec une aussi grande variété de planètes, de lieux, d'espèces extraterrestres, ou même la création de vaisseaux. C'est dingue, les modeurs ils vont s'en donner à cœur joie en fait. Tu vas voir, on va avoir un Goldorak qui va débouler, un Galactica, il y aura des trucs de fou. Gundam, il y aura des trucs de fou, tu vas voir. C'est le moment de nous faire rêver, tu vas nous parler de Pikmin 4, donc le dernier né de la saga. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, celui-ci, qui est sorti sur Switch dernièrement. Ouais. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors Pikmin 4, le jeu de l'été, ça va être la chronique sous le thème de l'été. Est-ce que les jeux, comme les fruits et légumes, peuvent avoir une saison ? Tu vois, ça va être toute la question. Mais en tout cas, je pense que Pikmin est vraiment sorti au bon moment, donc le 21 juillet 2023, édité et développé par Nintendo, évidemment, parce qu'on sait que l'idée originale même de Pikmin, c'est le grand Shigeru Miyamoto, donc on lui doit Zelda, on lui doit Mario, on lui doit plein de choses, mais Pikmin aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Le style de jeu, alors ça, j'ai du mal à le catégoriser. Certains le mettent en STR, donc jeu de stratégie en temps réel. Donc pour moi, STR, je pense plus à StarCraft, Age of Empires, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de micro-gestion d'unités. Il y a beaucoup d'unités à l'écran, beaucoup de Pikmin du coup. Donc je sais pas ce que t'en penses, on peut peut-être le mettre dans les STR et c'est un bon point d'entrée peut-être pour les petits jeux de stratégie. Aventure stratégie peut-être, parce qu'il y a un petit côté aventure aussi. Donc c'est le 4e opus de la saga, le premier a plus de 20 ans sur GameCube, donc moi c'était vraiment un de mes jeux de GameCube favoris avec Animal Crossing. Donc je fais partie des tout premiers joueurs qui ont découvert ces sagas. Le premier d'ailleurs qui a une sortie un peu, c'était pas un Zelda quoi, c'était pas une telle aura, mais il y a un gros succès d'estime parce que c'est vrai que les Pikmin quand même c'est hyper mignon. Donc moi j'avais beaucoup aimé le 1 et par contre j'ai pas fait le 2 et 3. Toi tu as fait le 2, moi j'ai juste fait le 1 et le 4. C'est ça, j'avais acheté le 1 Day One car je l'attendais vraiment beaucoup. J'avais vu à l'époque la conférence E3 avec la présentation de Pikmin et je me suis dit que ça ressemblait à Lemmings, ça va être trop cool. Résultat, c'était même bien mieux. Et là, j'avoue que après avoir eu l'occasion de le tester, je suis devenu addict et quand le deuxième est sorti dans la foulée, j'ai fait le 2 directement. Commençons par l'histoire. Je vais parler même du scénario du 1 parce que, encore une fois, j'adore. Donc, on joue Olimar, capitaine intergalactique quand même, qui pilote son petit vaisseau spatial, sauf qu'il s'écrase le pauvre sur une planète inconnue. Soucieux évidemment de repartir et de réparer son vaisseau qui a ses pièces un petit peu éparpillées partout sur la planète. Il va du coup avoir l'aide des Pikmin,
donc un petit peuple, si vous connaissez pas, c'est pas facile à décrire, c'est des petits humanoïdes mais végétaux, on les voit souvent de 3 couleurs, rouge, bleu et jaune, il va pouvoir les commander, leur donner des ordres pour récupérer, parcourir la planète, récupérer la carcasse de son vaisseau, le reconstruire et partir. Ça, c'est le scénario du 1. Et au 4e opus, toujours notre bon vieux Captain Olimar s'écrase à nouveau. Donc je pense qu'il devrait peut-être changer de carrière à un moment, peut-être changer de métier. Ouais, faut qu'il change de métier, je pense. Ou qu'il repasse son permis de vaisseau. Je te jure. Mais le pire n'est pas là, c'est que nous, on va incarner une escouade qui capte le message d'alerte d'Olimar pour le secourir, sauf que cet équipage aussi s'écrase, donc je pense que c'est carrément ce peuple qui doit arrêter de voyager de façon intergalactique, et donc cette escouade que l'on va incarner se retrouve sur la planète, écrasée, et va devoir, pareil, reconstituer un petit peu son vaisseau, récupérer des ressources, et surtout, on doit sauver Olimar, le bon capitaine qui est un petit peu l'égérie de cette saga, sachant que ce qui est intéressant et sympathique avec ce jeu, c'est que la faune et la flore, c'est des monstres un petit peu bizarres qui sont pas de notre planète, mais il y a plein d'éléments qui font partie de notre quotidien. On peut trouver dans la nature, je sais pas, une brosse à dents, une Game Boy Advance, enfin plein de trucs de notre monde, et surtout on est tout petit, un peu comme dans le Ghibli Arrietty, on est rikiki. Là c'est pareil, le Olimar il doit faire 2-3 cm, les Pikmin aussi, donc on voit tout de très bas et tout paraît gigantesque, et ça c'est vraiment c'est super cool. C'est vrai que l'idée de base elle est super ludique. C'est la grosse valeur ajoutée, on se bat dans un jardin ou dans une forêt à échelle de miniature, ça c'est top. C'est ce qui me plaît en tout cas. Ouais, pareil. Et c'est un jeu en plus qui est bourré d'anecdotes. Enfin, j'ai pris quelques anecdotes que je trouvais sympas. Mais déjà, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, Shigeru Miyamoto, quand il a eu l'idée, donc je l'ai dit, c'est le créateur de Donkey Kong, Zelda, etc. Il a eu cette idée quand il était tranquillement installé sur sa terrasse et il a vu des petites colonies de fourmis marcher a priori pas très loin de chez lui, à la file indienne. Et c'est comme ça, en voyant ces insectes qui sont en plus guidés par la reine ou par un instinct, qu'il a eu l'idée. Il a dit tiens, il faut que je fasse ça en jeu vidéo. Mais c'est vrai que le potentiel ludique, il est incroyable. Et ils avaient besoin en plus d'une licence qui permettait de porter la GameCube, parce que la GameCube, elle était quand même techniquement très au point, c'était une console, une machine puissante, et je pense que c'est à peu près la période où Nintendo continue à faire la course un peu technique. Je crois que c'était la dernière à faire la course technique d'ailleurs. Exactement. Et Pikmin, l'intérêt c'est d'avoir plein d'unités à l'écran. Et il y avait cette démo technique avec Mario 128 où il y avait plus de 128 Mario à l'écran pour montrer justement que la console en avait dans le ventre. Et Pikmin il s'est dit tiens, le concept est là, j'ai la plateforme qu'il faut puisque techniquement on peut faire ça maintenant avec la GameCube. Et donc il est parti à imaginer un jeu comme ça. Ça devait être avant d'être des Pikmin, ça devait être des humains plus réalistes qui combattent des mammouths même, je crois. Enfin bref, j'avais lu une petite interview sur le site de Nintendo. D'ailleurs, ils s'appelaient pas les Pikmin au début, mais les Piki. Et ils voulaient au début comme source d'inspiration, ça m'a fait rire, ça je l'ai noté juste pour toi, ça devait être Tim Burton. Donc ils ont fait le grand écart quand même au final. Mais ça devait être en effet, ouais. Tim Burton. Et le film d'animation, je ne connais pas, j'ai regardé le trailer, c'est hyper chelou. La planète sauvage de René Laloux. Est-ce que tu connais? Je le connais pas celui-ci. Faudrait que tu regardes la bande-annonce, c'est hyper bizarre. Mais en tout cas, ils sont partis sur un truc un peu glauque, un peu étrange, pour revenir sur quelque chose de très frais, très coloré. Très Nintendo, quoi. Très Nintendo. Et c'est ce qui fait que cette saga aussi, moi je la trouve attachante, c'est que elle a une histoire, mais c'est aussi le talent de Miyamoto qui arrive à raconter des histoires à chacun de ses jeux et qui leur donne une aura, une consistance, et ça c'est plutôt cool. Donc qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Déjà, c'est accessible à tous, donc c'est un gameplay assez simple, très efficace, où on va avec le stick gauche gérer notre personnage que l'on va créer au début de l'aventure, puisqu'on joue pas Olimar, là on doit le sauver. On bouge notre personnage et devant nous on a un curseur qui nous permet de balancer des Pikmin. Et si on balance des Pikmin par exemple sur un objet, ils vont porter l'objet et le ramener au vaisseau. Si on les envoie sur un monstre, ils vont attaquer ce monstre. Si on les envoie sur une motte de terre, ils vont creuser. Enfin bref, je pense que c'est assez clair. On dirige notre personnage, on envoie des Pikmin sur ce ou quoi on a envie d'interagir, tout simplement. Et au cœur de ce gameplay,
ce qui est sympa, Kira, ce que j'aime beaucoup, et je sais que toi aussi, c'est la collecte de trésors. On peut récupérer plein d'objets, on doit les ramener à notre vaisseau pour faire des points, pour collecter de l'énergie. Et donc tout ce qui se trouve dans la nature, ça peut être des fruits comme je disais, ou des objets du quotidien. Et moi ce que j'adore, c'est quand ils nous mettent des objets, j'ai parlé de la Game Boy Advance SP, mais tu vois, quand tu vas chercher ce trésor-là dans le jardin, ça fait un petit quelque chose, t'es content. T'as des cartouches de GBA aussi, enfin t'as plein d'objets un petit peu geek et sympas qui sont intégrés. Ça, je trouve que ça participe vraiment au charme aussi. Carrément, c'est une super chose ça, et ça rend en plus le côté un peu grandiose de la chose, tu vois. Le fait qu'on soit miniature, de trouver des objets du monde réel, en fait, nous permet justement de nous identifier davantage. C'est pas comme si on était sur une planète inconnue, quoi. Mais c'est vrai, et aussi de mesurer, si on a un peu la fibre écologique, mesurer aussi l'impact que peut, tu vois, tu ramasses une boîte de conserve, tu vois que c'est un objet qui est gigantesque dans la nature, alors pour nous c'est un objet du quotidien. Enfin tout ça, j'aime bien ce côté rétréci qui change un peu la perception qu'on a des choses. Et petite anecdote encore, dans le premier opus au Japon, les objets qu'on récupérait, c'était des objets du quotidien plus japonais qui parlaient pas forcément aux occidentaux, et ils ont changé plein d'objets. Donc c'est à dire que la version japonaise, elle a des objets bien spécifiques qui leur appartiennent un peu à leurs habitudes, et nous on a les nôtres qui sont un peu différents, avec des marques, des produits qu'on connaît, parce qu'eux ils avaient des marques japonaises pour certains produits. Là ils en ont mis sur des produits tu vois, plus européens, plus américanisants, et ça c'est rigolo aussi. Forcément. Et donc deux intérêts au gameplay aussi. La première, l'intérêt des Pikmin, c'est qu'ils ont différentes couleurs, et chaque Pikmin avec des couleurs différentes ont des spécificités différentes. Les Pikmin rouges, ils sont forts au combat. Les Pikmin bleus, ils vont dans l'eau. Les Pikmin jaunes, ils craignent pas l'électricité. Enfin, ce genre de choses. Et il y a plein de versions comme ça de Pikmin différentes. Donc si vous connaissez pas, je vous laisserai les découvrir parce que c'est très très sympa. Et aussi une autre nouveauté pour cet épisode, Kira, on n'a pas juste les Pikmin, on a aussi Ho-Chien. Donc c'est un chien, un gros chien à deux pattes. Donc je sais pas pourquoi tous les animaux ont deux pattes aussi là-dedans. Ça me fait trop rire, un chien à deux pattes, c'est trop marrant. Et lui, il permet, on peut monter sur son dos, aller plus vite. Il peut nous aider, on peut lui donner des ordres. Il peut aller récupérer des Pikmin qui sont perdus pour nous. Il peut attaquer, il peut creuser, il peut détruire des murs. Donc tu vois, ils ont rajouté ce compagnon de route qui finalement est super efficace et qui va enrichir l'expérience comparée à ce qu'on a au jeu d'aventure. Les clébards sont à la mode en ce moment. Hein. Ouais, je te jure, c'est vraiment la mode. Mais en tout cas, gameplay super efficace. En plus, les combats peuvent être un petit peu stratégiques parce que certains monstres ont des affinités, ils ont du poison, ils sont en feu, ils craignent la glace, etc. Donc vraiment, ils ont bien soigné la partie gameplay, c'est très très cool. Et donc sinon, qu'est-ce qu'on en fait de ce gameplay ? En termes de game design, on a un hub central, donc une petite zone, ça c'est nouveau aussi, on a une petite zone où notre vaisseau est présent, où on a plein de PNJ, donc là on a plein de gens à secourir et plein de gens à qui discuter, qui vont nous donner des quêtes annexes qu'on va résoudre dans des choix de niveaux. Donc une fois qu'on quitte cette zone centrale, on a le choix entre plusieurs niveaux, qui sont des zones ouvertes, quand même bien ouvertes, de grandes zones à parcourir dans lesquelles on va récupérer des trésors, comme je dis, des pièces de vaisseau, récupérer des points pour le scoring, récupérer aussi des ressources pour du carburant pour son vaisseau, et aussi on va trouver des grottes qui sont un petit peu des donjons dans lesquels c'est des zones plus petites dans lesquelles on aura des ennemis, là aussi des trésors toujours, et aussi des boss. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de boss, ils sont assez variés, et je m'attendais pas forcément à voir autant de boss, tu vois, dans un jeu Pikmin. C'est cool parce que dans les premiers Pikmin, de mémoire, les zones étaient assez étriquées, en fait, limitation technique oblige. Donc là, si on a des territoires de jeu un petit peu plus vastes, ça permet d'être plus stratégique, je pense, dans la gestion de ces petites bestioles. Ouais, c'est complètement ça, c'est très varié, c'est très sympa. En plus, dans le tout premier épisode, il y avait la contrainte de temps, donc on avait 30 jours pour finir l'aventure, là, il n'y a pas le choix. Là, on a beaucoup plus de latitude et tout, donc c'est vraiment sympa, c'est de la liberté. Et aussi, ils ont rajouté tout un tas de défis. Donc il y a du time attack carrément, il faut vider une zone de ses trésors avant un certain temps. Ils ont rajouté aussi un mode versus où il y a un autre ennemi avec nous, enfin en face de nous, qui a des Pikmin aussi et qui doit rapporter. D'accord, excellent. Et là c'est rigolé, on doit comparer lequel des deux récupère le plus de trésors. C'est jouable en ligne aussi avec des potes, donc tu vois ils ont rajouté cette couche versus au jeu qui est très très sympa. Donc j'ai eu le sentiment vraiment, c'est une bonne idée, qu'avec ce Pikmin 4, Kira, ils ont voulu varier vraiment
vraiment l'expérience. Tu vois, adhérer à tout style de jeu, celui qui préfère les défis en aura, celui qui préfère l'exploration en aura, ceux qui préfèrent les énigmes et tout, ils ont vraiment essayé de brasser le plus large possible, ce qui fait que c'est vraiment très cool. J'ai un autre exemple, normalement dans les Pikmin, la nuit on ne fait rien, là ils ont rajouté un mode pour qu'on puisse sortir la nuit, on aura des Pikmin spécifiques, et là on va rentrer dans un mode de Tower Defense. C'est-à-dire qu'on aura une petite base à défendre et il y aura plein d'attaques de monstres et on doit survivre toute la nuit. Et ça, j'ai trouvé aussi très très sympa. Ouais, carrément, oui, on sent qu'il y a une réelle évolution en fait par rapport au Pikmin 2 et puis surtout, je pense, par rapport au Pikmin 3. Mais on sent que le jeu a évolué avec son temps, mais tout en gardant l'ADN du jeu en fait. Dit comme ça, en tout cas, moi, je pense à ça. Mais c'est tout à fait ça. Donc vraiment, j'ai trouvé ça malin, j'ai trouvé ça varié, très efficace. Après, le jeu, je le trouve assez beau. Techniquement, les gens, j'ai vu pas mal de personnes qui se plaignaient du graphisme, de la technique, ou même des tests qui en parlaient. Moi, j'ai joué qu'en 100% portable, donc j'ai trouvé le jeu assez joli, mais c'est vrai qu'a priori en mode docké, c'est un peu moins sympa. Donc à confirmer, tu vois, moi j'ai pas... c'est le problème de la Switch, elle commence à être vieillissante maintenant. Et puis tu vois, quand t'affiches plus de 100 Pikmin à l'écran, plus ton chien, plus des ennemis, il faut que ce soit fluide, donc ils sont obligés de faire, je pense, des concessions techniques à un moment. Oui, c'est clair. Et donc je vais parler de l'été, parce que je trouve que la fenêtre de sortie de ce jeu est très intéressante. Donc les fenêtres, souvent les éditeurs, ils choisissent de sortir des jeux en évitant d'être en phase de mastodonte. Donc c'est des fenêtres de tir quand voilà, le calendrier est plutôt calme. Donc là c'est le cas en plus, fin juillet, août, c'était plutôt calme en sortie. Mais aussi, ils sont tranquilles. On connaît les jeux d'horreur qui sortent pendant Halloween, on connaît les gros jeux qui sortent pendant les fêtes de Noël, les jeux à licence qui sortent en même temps qu'un film ou une série du même nom. Et moi je suis intimement convaincu qu'Ira, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'ils ont fait exprès de sortir ce jeu-là en été, parce que en fait je trouve que tout y est en fait, c'est coloré, c'est en plein air, ça représente la nature, c'est drôle, c'est léger. J'aurais pas vu, tu vois, ce jeu sortir en hiver, quoi. Donc pour moi, c'est un jeu, tu vois, la fenêtre de sortie de ce jeu fait partie même de l'identité du jeu. Je sais pas ce que t'en penses, c'est peut-être un délire que je me suis fait. Ouais, carrément. Mais même la pub, j'ai regardé les pubs Pikmin, tu vois des personnes dans leur jardin qui jouent au soleil, ils ont vraiment surfé là-dessus, et je trouve, tu vois, que là, c'est un petit peu le marketing quand même au service de l'identité du jeu. Et ça, c'est assez rare pour être soulevé, je trouve. Oui, puis comme c'est un jeu sur portable, tu peux jouer pendant tes vacances, sur le bord de la piscine, dans la voiture, dans les transports. Enfin, c'est tout à fait le type de jeu où tu peux faire de la micro-partie sur ta console portable, et il y a un côté feel good, quoi. Mais t'as raison de dire ça, parce que ça s'est découpé en journée, du coup en journée de sauvetage, parce que comme je vous disais, il faut rentrer la nuit. Et une journée, si on fait pas de grotte ou de donjon, ça dure, je pense, une vingtaine de minutes. Donc même dans le format, c'est prévu pour se jouer assez rapidement, faire des coupures assez franches et reprendre quand on en a envie. Donc vraiment, je le trouve adapté à sa période et à sa saison. C'est pour ça que je disais en rigolant un peu comme les fruits et légumes, est-ce qu'il y a des saisons pour sortir un jeu? Mais là, ce jeu-là, pour moi, c'est un jeu d'été. Ça fait partie vraiment de son identité. Et enfin, avant la conclusion, il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié qui est à noter dans ce jeu, c'est l'aspect accessibilité, parce que Pikmin 1, attention, il était pas si facile que ça, hein, Kira, je sais pas si tu te souviens, mais comme je disais, on avait 30 jours pour finir l'aventure, si on la finissait pas, le jeu était fini, on avait différentes fins en fonction de ce qu'on parvenait à faire. C'est vrai. Il y avait des combats qui faisaient pas de cadeaux, donc là, je trouve que ce jeu-là a fait la part de l'accessibilité. Il y a une fonctionnalité, d'ailleurs, je ne sais pas si elle existait sur le 2 et le 3, il faudrait que vous nous le disiez, amis auditeurs, mais qui permet aussi de retourner en arrière. Si tu fais une petite boulette, si tu as raté un combat, tu peux retourner en arrière d'1 à 2 minutes, et ça enlève toute notion de stress au combat, parce que si un Pikmin meurt, il meurt. Donc, tu vois, ils ont enlevé cette phase, ce côté un peu dramatique, si je puis dire, de certains combats. Vraiment au service de l'accessibilité. Sans oublier, malgré tout, quand même, je le disais, il y a des défis chronométrés, etc. Donc, pour ceux qui aiment plus ce challenge, il y a quand même ce qu'il faut. Mais là où je voulais surtout parler, c'est que, ce que je voulais préciser, c'est le côté complétiste. Alors, tu me connais, Kira. Moi, les trophées, les 100%, les petites étoiles à côté du niveau quand j'ai réussi à avoir tout, c'est mon dada. Je kiffe ça. Et ce jeu, franchement, c'est le jeu ultime des complétistes. Tout est noté, tu finis ta journée, t'as des petites médailles, tu retrouves tes trésors, t'as une bibliothèque pour revoir tes trésors, etc. T'as un pourcentage de complétion de ton niveau, t'as un pourcentage de complétion et de tes grottes et de tes donjons. Tu peux faire le 100% du jeu, du coup. Enfin, moi, c'était vraiment un délire, tu vois. Je suis à 97% là que je vous parle, je suis à 97% du jeu, et évidemment, je vais aller chercher le 100%. Mais c'est un vrai plaisir. Pour les complétistes, il y a du chrono, il y a de la médaille, il y a des stats, il y a des pourcentages. Bref, vous allez être aux anges si comme moi vous êtes un complétiste. Dommage qu'il n'y ait pas de succès ou de trophée sur Twitch. Ouais, c'est clair, ça c'est vrai. Et enfin,
Chose aussi à préciser, Kira, le jeu, comme je l'ai dit, était très généreux. Il faut compter entre 30 et 40 heures pour faire le 100%, un peu plus de 15 heures en ligne droite. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, ça commence à être de la belle durée de vie quand même. Oui, c'est pas mal quand même. En plus, pour un jeu portable, je le considère comme un jeu portable, mais oui, tout à fait, c'est une très belle durée de vie. Oui. Le 1, je me rappelle, moi je l'avais fini, je pense que ça faisait à peine, même pas 10 heures. Je pense qu'on finissait le 1, c'est 30 journées, il y avait 30 jours pour finir, comme je disais. Franchement, ça se faisait, je pense, en à peine, même pas 10 heures. Donc en conclusion, comme nous, tous les deux, Kira, on n'est toujours pas en vacances, hein, on trime. Donc j'ai fait une conclusion sur le thème des vacances. Donc ce jeu, pour moi, est le cocktail parfait d'un été réussi. Il y a du soleil, avec la bonne humeur, le côté ultra mignon, attachant des Pikmin, qui donnent toujours le sourire, rien que leurs petits sons, enfin tout est trop mignon. Il y a de la légèreté, le jeu se prend vraiment pas au sérieux. Il y a un côté un petit peu naïf. Olimar, c'est quand même pas le personnage le plus sérieux de la Terre. Il n'y a pas de réelle difficulté aussi. Il y a de la chaleur quand même, et ça en été, même si on en manque en ce moment, il faut de la chaleur. Et il y a des défis pour ça un peu plus corsés. Il y a quand même pas mal de combats, les donjons, les grottes sont là. Il y a du dépaysement, avec un concept qui est pour moi vraiment unique. Des décors en extérieur, en plein air, ce que tu disais tout à l'heure que tu aimes bien. C'est une vraie bouffée d'air. Il y a parfois quelques petits nuages, comme en ce moment en été. Moi, j'ai noté quand même, il y a certains passages qui tirent un peu en longueur. Des petits nuages, ça se voit que tout le monde vit pas en Normandie parce que c'est la mousson. C'est quoi. Clair, Quelqu'un a lancé une partie de Jumanji IRL. Non, franchement, Pikmin, c'est du petit nuage. Donc, comme je disais, ça tire un peu en longueur. Le prologue est un peu ennuyeux. J'avais prévenu d'ailleurs, il y a la démo qui existe, mais vous faites pas trop la démo parce que le début est un peu relou même. Et les temps de chargement que j'ai trouvé assez longs. Mais franchement, à part tout ça, Pikmin, assurément, est un très bon jeu, un excellent jeu même. J'ai adoré, je le conseille. Je vais même dire que c'est le jeu de l'été pour moi. Ce sera peut-être pas le GOTY, mais le jeu de l'été, il l'a mérité, franchement, très très bien. Ah, j'emmènerais peut-être bien en vacances, hein, pour le bord de la piscine, pourquoi pas, tu me donnes envie en tout cas. Au bord de la piscine, c'est parfait. Franchement, c'est le bon endroit. Au soleil, t'es bien, t'as tes petits Pikmin et tout. Entre deux baignades, oui. La légèreté. C'est ça. Ainsi se conclut ton test de Pikmin, donc très beau test et surtout sujet très intéressant. Ouais, belle licence. Avant de passer sur le sujet hors sujet, tu peux peut-être faire un petit point réseaux sociaux, comptoir des auditeurs. On ouvre le comptoir des auditeurs et je sais que vous l'appréciez, on a eu pas mal de retours sympathiques là-dessus, donc ça fait plaisir parce que ça fait partie un peu de l'identité en plus de notre taverne, comme on l'a dit, ce podcast est le vôtre. Donc j'ai envie de citer Toto24 qui nous a mis 5 étoiles avec un petit commentaire trop sympa il apprécie évidemment notre podcast et on te salue, on te remercie pour ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Dans le comptoir des auditeurs aussi, on le dit, hein, on en profite, vous pouvez nous exprimer des souhaits, des choses que vous voulez voir en chronique. Donc moi, mon sujet de la semaine prochaine, mon sujet hors sujet, c'est un auditeur qui l'a proposé, donc je le citerai la semaine prochaine, je garde un petit peu de teasing et je crois toi aussi Kira, le comptoir des auditeurs fonctionne bien, toi aussi c'est un sujet qui a été proposé aujourd'hui d'ailleurs par un auditeur, non ? Exactement, mon sujet hors sujet, donc big up à Clémentine, qui m'a proposé de faire une critique sur Titan AE, c'est un film d'animation que je vais vous chroniquer. Ok, tu vois, c'est aussi ça le comptoir des auditeurs, proposez-nous des sujets, amis auditeurs. Et enfin, on a aussi eu un mail de Romain, donc trop sympa, qui nous a fait un mail trop gentil pour nous féliciter de ce qu'on fait, qui nous a contacté sur notre boîte mail, donc sachez-le si vous n'êtes pas trop aux réseaux sociaux, parce qu'on a Facebook, on a Twitter, mais vous pouvez aussi nous suivre via notre site web, vous pouvez nous contacter par mail si vous le souhaitez. Enfin bref, n'hésitez pas, on est évidemment à votre écoute et on est très reconnaissant de l'énorme soutien que l'on a en ce moment. Nous avons Instagram également depuis peu. Oui, en plus on a Instagram, c'est vrai qu'on est tellement mauvais tous les deux en réseaux sociaux que j'y pense pas à en parler, mais on a Instagram, tout à fait, donc vraiment on a multiplié les canaux pour que vous puissiez nous contacter. Du coup c'est à mon tour, ça va être mon sujet hors sujet, donc ça sera la critique de Titan AE. Donc qu'est-ce que Titan AE ? Donc c'est un film d'animation qui est sorti le 16 juin 2000 aux États-Unis. Film de science-fiction réalisé par Don Bluth et Gary Goldman. Il a été produit par la 20th Century Fox Animation. Déjà, on va faire un petit point. Qui est Don Bluth ? Toi, tu le connais sûrement pour une chose. Il est connu pour un jeu vidéo qui est très 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 difficile. Le joueur du grenier s'est cassé les dents plusieurs fois dessus. Est-ce que tu vois quel jeu ? Non, pas encore. De quel jeu je parle ? Non. Dragon Slayer. Ah oui, oh mon Dieu, en effet. Donc il
Il avait fait toute la partie animée de Dragon Slayer, qui est toujours aussi beau maintenant. Et c'est un animateur de renom en fait qui a commencé chez Disney. Donc il a fait ses premières armes sur La Belle au bois dormant, Merlin l'Enchanteur, donc qui sont quand même de gros classiques de Disney. Et un jour, après avoir participé à Roxy Rookie, il a claqué la porte en fait. Il a décidé de monter son propre studio. Donc il a sorti plusieurs gros succès, mais surtout plusieurs gros classiques. Donc on va retrouver du Britsby et le secret de Nîmes, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles. On va retrouver Anastasia, en fait, qui est très très connue également. Porco Rico, et son dernier film en date, donc c'est Titan AE. Titan AE, qu'est-ce que c'est ? Donc ça se passe dans un futur lointain, bien sûr. En science-fiction oblige, la Terre est dévastée après une invasion extraterrestre. Les humains survivants vivent dispersés dans l'espace. Kel Tucker, un jeune homme, découvre qu'il est le fils d'un brillant scientifique qui détenait en secret le secret d'un vaisseau spatial légendaire, appelé le Titan, capable de recréer une nouvelle Terre. Tu vois. Alors que les Dredge, une race extraterrestre hostile pourchassant Kale pour s'emparer des connaissances de son père, il rejoint une équipe hétéroclite de personnages dont le courageux capitaine Corso, la séduisante Akima. Ensemble, ils entreprennent un voyage périlleux à travers la galaxie pour retrouver le fameux Titan et restaurer l'espoir d'un avenir pour l'humanité. Leur quête épique, elle est ponctuée de batailles spatiales, d'aventures palpitantes, de découvertes surprenantes qui pourraient changer le destin de l'humanité. Gros synopsis, tu vas voir, ça va te rappeler quelque chose au fur et à mesure que je vais avancer dans ma critique. Donc c'est une épopée intergalactique captivante, dans un genre cinématographique dominé par les franchises bien établies et des adaptations à succès. Titan AE s'est démarqué en apportant une bouffée d'air frais dans le monde de l'animation et de la science-fiction. C'est un film qui se voulait ambitieux, donc réalisé par Don Bluth, comme je le disais tout à l'heure, et qui a malheureusement connu un gros bide à son époque et a été très sous-estimé. Il a réussi à gagner une place spéciale dans le cœur des fans de science-fiction et d'aventure spatiale, moi inclus. En combinant une animation innovante, un concept original et des thèmes profonds, le film réussit toujours à me captiver et offre une expérience cinématographique mémorable, toujours à notre époque. L'une de ses forces les plus marquantes réside dans son concept novateur pour l'époque. Le film présente un futur post-apo où la Terre a été annihilée par une invasion extraterrestre. Dans ce contexte sombre, les humains survivants errent dispersés dans l'espace, et là ça doit te rappeler quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. La meilleure série de tous les temps, Battlestar Galactica, exactement, la meilleure série de tous les temps. L'animation est une autre des réussites majeures du film, surtout que le film vient d'une époque où l'animation par ordinateur commençait tout juste à faire son apparition. Le film a osé combiner des techniques d'animation traditionnelles avec des effets spéciaux 3D. Le résultat visuel est certes vieillissant par moments, mais reste suffisamment saisissant dans ses séquences spatiales qui prennent vie de manière époustouflante, on peut le dire. Les décors et les créatures extraterrestres sont soigneusement conçus, ajoutant de l'immersion à l'ensemble de l'histoire. Les effets spéciaux sont utilisés avec parcimonie, évitant ainsi une surenchère visuelle, ce qui permet au moment clé de briller encore plus intensément. Au-delà de son esthétique visuelle, le film excelle également par la création de personnages attachants et bien développés. Kel Tucker, le personnage principal, est interprété en VO par Matt Damon, qui l'interprète vraiment très très bien. Excellent. C'est un personnage complexe, hanté par le poids de son héritage et en quête d'identité personnelle. Il a un côté un peu tête brûlée et tête à claque par moment, mais on s'attache rapidement à lui et on partage ses émotions tout au long du voyage. On se met à sa place. On se dit qu'est-ce qu'on ferait nous si on était entre guillemets sans planète fixe. Les personnages secondaires sont également mémorables, chacun apportant sa propre contribution à l'histoire et à la dynamique du groupe. Les thèmes abordés dans Titan AE sont une autre facette captivante du film. À travers son récit d'aventure intergalactique, le film explore les questions existentielles profondes telles que la survie de l'humanité, la responsabilité envers l'avenir de la Terre, envers l'avenir de ses compatriotes et surtout son propre avenir en fait. Ah, c'est pas mal. Ces thématiques ajoutent une couche de profondeur émotionnelle au film qui lui donne une substance supplémentaire qui résonne avec le public. C'est un film d'animation très mature, comme tous les films du studio de l'époque, car on va retrouver vraiment une partie drame, une partie tristesse, mélancolie, mais à côté on a ce côté grandiose du space opera. Ouais. Nous avons une intrigue habilement construite, offrant un équilibre entre l'action et des moments calmes propices à la réflexion. Les séquences d'action sont toujours bien chorégraphiées et épiques, offrant des moments d'adrénaline et d'excitation, surtout lors des batailles spatiales, qui sont encore une fois particulièrement impressionnantes. Le film n'est pas sans imperfection quand même, mais celles-ci sont minimes par rapport à ses nombreux atouts.
Le scénario est assez prévisible par moments. Certains dialogues sont clichés, mais clichés, je te jure. C'est limite, bon, tu te dis que ça aurait pu être écrit par un enfant de 4 ans. Certains effets spéciaux ont très mal vieilli, surtout la race antagoniste. C'est une race extraterrestre faite de pure énergie. Donc on a un peu l'impression que c'est des personnages en polygone d'une cinématique PS2. Tu vois. Ah oui, un peu à la Tron, mais à l'ancienne, quoi. Non, peut-être. C'est quand même mieux, parce que Tron, c'est quand même beaucoup plus vieux, mais on sent que c'était le début vraiment de l'image de synthèse. Tu vois, c'était 5-6 ans avant que les studios japonais commencent à en mettre dans tous les sens, comme les productions Gonzo. Il n'y avait pas encore cette couche de cel shading, tu vois. Donc on voyait vraiment la différence entre de l'image de synthèse et du dessin animé traditionnel. En conclusion, Titan AE est une épopée intergalactique captivante, qui brille par son concept original, son animation innovante, pour l'époque toujours, ses personnages attachants et ses thèmes profonds. Il est rare de trouver un film d'animation de science-fiction qui ne soit pas japonais, et qui parvient à mélanger habilement tous ces éléments de manière aussi réussie. C'est une petite pépite cinématographique qui mérite d'être redécouverte et appréciée par un plus large public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le film fut un échec sans précédent, qui poussa le réalisateur à prendre sa retraite. Le studio fut fermé par la 20e Century Fox. Et en plus, derrière tout ça, en fait, ça a été racheté derrière par Disney, donc le film est toujours accessible via Disney+. Ah, c'est bien ça. Mais voilà, c'est un film qui est tombé dans l'oubli, malheureusement. Donc je peux que vous conseiller de le regarder. Ouais, c'est une super reco. En plus, tous les thèmes que tu as abordés, c'est des thèmes ultra actuels. Le post-apo, on en mange à toutes les sauces. Le space opéra, ça a le vent en poupe. La survie de l'humanité, c'est complètement c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer l'échec commercial, parce qu'en fait, tout en plus, ils ont commencé à mettre de la technique à cette époque-là, c'était novateur. Donc franchement, c'est étonnant qu'il soit planté comme ça. Le cocktail, en tout cas, fait envie de tout ce que tu as dit. Alors, le film aussi est sorti à une période où il y a eu 2 gros mastodontes qui sont sortis en même temps. Il y a eu La Route de l'Eldorado des studios DreamWorks, qui a pas marché aussi bien que Le Prince d'Égypte par exemple, mais qui a eu un beau succès, et surtout Chicken Run qui est arrivé à ce moment-là. Personne ne l'attendait, et je m'attendais pas que tu me sortirais de Chicken Run. Ah, j'adore Chicken Run. Et surtout cet animé en pâte à modeler a eu un très très gros succès partout dans le monde, ce qui fait que ça a occulté ce dessin animé là. Pareil, il est sorti à une période où c'était c'est plus le côté princesse Disney qui était à la mode, tu vois. Là, on se retrouve avec quelque chose du space opéra, en fait. C'était pas trop porteur encore à l'époque. Et quand on voit que Battlestar Galactica est arrivé 4 ans après, je pense qu'il doit y avoir quand même une légère inspiration, même si Battlestar Galactica est un dérivé d'une vieille série. Je pense que sur beaucoup d'éléments et même de caractérisation de personnages, on retrouve un petit peu de Titan AE. Donc oui, ce fut une belle recommandation, ça m'a permis de le revoir et j'ai beaucoup apprécié, et voilà, je vous le conseille fortement. Franchement, super reco. C'était Clémentine, je crois, notre auditrice. C'est ça, tout à fait. Fun fact, au départ, ça devait être un film live. Ça aurait dû être un film live, mais ça aurait dû coûter tellement cher, et puis surtout Don Bluth n'était pas un aficionados du cinéma live. Ils sont passés sur un film animé, et après ça a été court-circuité par le studio. Le film a été découpé, monté, enfin tous les développements dégueulasses comme il en existe tant en tout cas. Mais malgré ça, ça reste un grand film. Et écoute, super reco. C'est une reco parfaite, je trouve, pour notre concept, parce que nous on aime bien parler de ce que personne ne parle. Autant en jeux vidéo, où on essaie de choper des petites news, des jeux que personne ne fait ou très peu de gens commentent, comme tu avais fait Hercule Poirot par exemple. Et là, je trouve que c'est une super reco, tu vois. Peu de gens doivent en parler aujourd'hui, et pourtant ça a l'air ultra quali, quoi. Oui, tout à fait. C'est un film qui est tombé dans l'oubli. Maintenant, il est noyé dans la plateforme Disney+. Ça reste une capsule temporelle de son époque. C'est à l'époque, on est vraiment en transition entre la fin du cinéma 2D traditionnel et le début du cinéma 3D. C'est pas la première fois que l'auteur avait intégré de la 3D dans ses films. Ils avaient commencé à petites touches, justement dans Anastasia, la fameuse scène où elle court sur les toits et tout, avec la neige, la place du village et tout. C'était en images de synthèse. Là, ils ont vraiment poussé le vice beaucoup plus loin, où certaines races extraterrestres sont intégralement en images de synthèse. Mais ça lui donne ce petit charme un petit peu
pulp en fait. Écoute, ouais, très bien. Belle reco. Merci beaucoup. Ainsi se termine notre épisode. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose, faire un petit peu de teasing pour la semaine prochaine? Un petit peu de teasing pour la semaine prochaine. Je vais parler d'un Disney. Alors pourtant, je suis absolument pas le public de Disney. Je vais vous parler d'animation, mais pas d'animation japonaise. Donc je dirais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est une recommandation d'un auditeur toujours. Et sinon, en mot de la fin, une nouvelle fois, j'exprime ma et notre reconnaissance parce que on a énormément d'écoute, beaucoup de soutien, beaucoup d'interactions, donc ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup pour ce que vous nous apportez. Vous faites vivre la taverne du gamer. Donc merci, tout à fait. Merci à vous de nous écouter, de nous supporter toutes les semaines comme ça. Je te jure. Vous avez vu, on va quand même sortir des épisodes jusqu'à la fin des vacances quand même. On sera là quoi qu'il arrive jusqu'à la rentrée, quoi. Exactement. Écoutez, merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.